comme je le disais il y a 2 ans, si on compare M. Lewison, l'ouvrage qu'il vient de sortir il y a 1 an, donc celui-ci, les 2 prochains dans quelques années, à la Bible, eh bien on peut dire qu'on a ici à Mons un évangéliste. Alors, vous savez que la ténacité du Beatles Day, depuis 2006, nous espérions, nous attendions, nous étions en relation avec M. Mark Lewison pour qu'il puisse venir. Et puis avec des perhaps, des maybe, des next year. Il y a 2 ans, Mark nous a fait le plaisir de venir, 1 an avant la parution de son premier tome. Cette année-ci, c'est 1 an après, mais bon, voilà, il revient. Donc nous avons réalisé nos promesses, nous les concrétisons. Et voilà, donc je suis très heureux d'accueillir M. Mark Lewison. Bravo. Et bien sûr, M. Jean-Louis Pollard pour la traduction et les questions. Parce que je dois vous dire que Jean-Louis a lu 2 fois le livre. Une première fois en e-book, ça lui a duré 3 mois. La deuxième fois, la version intégrale, ça lui a duré 3 mois. Alors vous comprenez 4 mois que même. moi, combien 4. 4 Ah, bah 4. Alors vous comprenez que moi, qui l'ai depuis jeudi, ben, je crois que je n'ai pas encore réalisé la performance. Donc, alors, je vais juste vous donner quelques informations pour éviter simplement qu'après l'interview, vous posiez des questions auxquelles je vais déjà vous répondre. Le prochain tome, eh bien, il est prévu vers 2020. Armez-vous de patience. Il comportera la période 63 à 66. Et le deuxième tome sera en 2028, 66 à 70. Donc, armez-vous de patience, mais Marc et Violette de Jean-Louis va tout vous expliquer. Alors aussi pour les traductions. Ben oui, les traductions, voilà. Il est prévu une traduction en japonais. Il est prévu une traduction en portugais. Et alors, incroyable, mais vrai, une traduction en islandais. En islandais. Alors, 325 000 habitants en Islande. Pour la francophonie, plus de 220 millions d'habitants. Le rapport, c'est de 0,15%. Et la traduction en français est toujours attendue, ainsi qu'en espagnol. Voilà. Alors, donc, Jean-Louis, Mark Lewison, par l'intermédiaire de Jean-Louis, va surtout parler donc, de ce premier volume et de toutes les coïncidences, de toutes les lucky changes de ce livre, et avec un humour typiquement british. Voilà. Je laisse la parole à Mark Lewison et à Jean-Louis Pollard. Voilà. Jean-Louis, Merci, merci. Okay. Thank you very much. Mike, a few words. Yes, hello everybody. I was here 2 years ago and it is a great pleasure to be here in Mons again. At that time the book I was writing was not yet finished, but now it has been out for 1 year and this is it. And it's the first volume of 3 in which I'm trying to write the history of the Beatles as thoroughly and as accurately as I can. Oui, donc Marc disait que le livre tant attendu est arrivé. En fait, ça fait déjà 1 an, jour pour jour, pratiquement, puisque c'était le 10 octobre 2013 où il est sorti. Donc il a voulu faire une œuvre, et on va en parler dans quelques instants, la plus précise, la plus complète possible. Vous savez que c'est l'historien officiel des Beatles. Il a parcouru déjà des milliers d'archives, aussi bien écrites que sonores, puisqu'il a eu la chance d'avoir tous les trésors d'Abbey Road. Et donc c'est un personnage, Marc, que vous allez découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Il y a 2 ans, on avait eu l'honneur déjà de lui parler, de l'interviewer. Mais à travers ce livre, je pense que vous allez pouvoir déguster non seulement les Beatles, mais toute l'époque. OK, Mark, yes? Yes. Please. So, you are the historian, I mean the official historian.
for the Beatles. No, No, come actually not official, no. But I mean for us, I mean... Okay. But there is no official historian, but I have worked for the Beatles for many years, but right now I'm not working for them. This book is independent. Oui, donc Marc me reprend. En effet, il n'est pas le représentant, l'auteur officiel des Beatles, mais cependant, pour nous qui sommes des passionnés des Beatles, je crois que ce qu'il dit, ce qu'il écrit, pour nous, reste vraiment l'officiel. En fait, il n'a pas été autorisé comme représentant des Beatles, mais ce qu'il écrit, c'est quelque chose de vraiment à retenir au maximum. Right, so could we start with what you aimed to do at the very beginning? Because I think your work is tremendous. I mean, we've already talked with friends of ours, and you had emails and so on, and everybody is really thrilled about what you've done. And I think it's a work of your lifetime, I mean, because it's the life of the Beatles, the life of ourselves. Yeah. Et donc, ce que je voulais dire à Marc, c'est que en fait, son œuvre, c'est véritablement une œuvre de toute sa vie, de tout son travail. Tout à l'heure, Bernard nous parlait des dates de 2020, de 2028. Donc, il s'est impliqué totalement dans ce travail. Et donc, à travers le livre, c'est la vie des Beatles, la vie de son travail et aussi toute notre vie. Well, I started writing about the Beatles when I was young, so much younger than today, and You didn't need any help. Yeah. and my early books were reference books. So I did the book of the Beatles recording sessions, for example, and the complete Beatles Chronicle, and books that you could look something up. But and at that time, people in book publishing said to me, would I write a biography of the Beatles? And there was Hunter Davis and a few other writers like that. And I didn't feel that I could do it. I was not mature enough, I didn't have enough experience, and I didn't think I could do that as a writer. But as I got older, I realized actually, yes, I can do it. And I just do the same research, very, very deep research, very concerned about accuracy and about real understanding. But instead of writing it as a reference book, write it as a real narrative, a proper work of history. And it's a chance to get the Beatles story right and do it really, really thoroughly, while people who were part of it are still alive. Oui, donc ça fait déjà quelques années que nous connaissons Mark Lewisohn. Il avait fait des livres de référence, en particulier le Live, le Sessions, le Chronicle, et c'était des livres vraiment de connaissances techniques, etc. Mais il n'avait jamais eu jusqu'ici l'idée ou l'envie, puisqu'il se trouvait encore un peu trop jeune pour se lancer dans cette recherche biographique. Et donc maintenant, le temps est venu, semble-t-il, pour lui. Il avait été sollicité. Et donc pour lui, maintenant, le temps est de faire ce livre, mais le plus précis possible. Et c'est une narration, ce n'est pas bien sûr une fiction, loin de là. Parfois, on pourrait croire que c'est une fiction parce qu'il y a tellement de choses étonnantes qui se passent. Mais le temps est venu de faire cette narration qui est vraiment extraordinaire. You've done a wonderful job. I mean, it's not finished because we've got volume 1, volume 2, and volume 3. But your first volume is amazing. I mean, because it starts from very early in the 18th century. About 1855 or thereabouts, 1850. It's because my first question as a writer is why Liverpool? Why Liverpool? Why does this story take place in Liverpool and not in London or in Paris or anywhere else? And so I did the genealogical research into all the Beatles, and I discovered that the Lennon family arrived in Liverpool from Ireland
because of the potato famine, the crisis, the great hunger and disease period in Ireland in the middle of the 19th century. So I tell that story, and then I tell the stories of all the families. And the parents of the Beatles are very interesting, just like the Beatles are. They also had very interesting lives, and I enjoyed researching and telling all of that. Like Paul McCartney's father played in a band. He had his own group. Like Paul was in the Beatles, and Paul's dad was in Jim Mack's band. And I wanted to find out more about them. So everything is there if you're willing to research. I have the advantage of being able to take a long time over these books. So because of that, I can look deeper than anybody else. And my passion is for research. So the consequence is I find things that haven't been found by other people just because I look harder and I have more time to do it. Oui, donc c'est un véritable professionnel, bien sûr, Marc, vous l'avez compris, et donc c'est un spécialiste dans la recherche généalogique. Il disait pourquoi Liverpool, au départ, c'est pourquoi justement ça vient de Liverpool. Et donc à travers toutes ces recherches généalogiques, bon, il a parlé de l'Irlande, que la famille des Lennon venait d'Irlande à cause de la famine, de ce qu'il y a du problème de la pomme de terre en particulier. Et donc tous ces gens qui sont venus en Angleterre à cause justement de ce problème. Il a évoqué aussi, bien sûr, Paul McCartney, sa famille, en particulier Jim, son père, qui avait aussi son orchestre de jazz 40 ans plus tôt, et on les retrouve sur les mêmes lieux. Donc tout cela, eh bien, il a pu le faire grâce à sa patience, mais aussi son travail immense de recherche, puisque déjà il avait fait des recherches sur la musique des Beatles, mais maintenant c'est sur l'ensemble de sa vie. So you're a real professional, I mean, as far as all the researches are concerned. I mean, for history, for geography, even you really learn a lot about your book. Yeah, I really wanted to tell the story of the Beatles as a contextual history. So they're not just a pop group. It's just like, well, what is a pop group? What is rock and roll music? Where does rock and roll come from? And how was it received by people? Because it was dangerous music in the 1950s. And if you were a fan of it, then you were aligning yourself with music which was music of delinquents. And it was very hard for young people to pursue their dreams in the immediate period after the war, when parents were saying, get a real job. And the Beatles, and not only the Beatles, but other young people as well, said, actually, we really want to play guitar. And we want to do it for as long as we can. So I have to tell the story of life in order to show how the Beatles fitted into life, and then also how they begin to change our lives. So it becomes the story, or it is the story of, well, particularly it's the story of life in Europe after the war, and in particular in England, but in Europe generally, and music from America, and how these young people were so determined in their head that they were going to do this, that they resisted their parents and managed to make it to the top. Ouais. Oui, donc Marc disait en fait c'est l'histoire de la vie des Beatles, mais de notre vie aussi, puisqu'il remet tout dans le contexte à chaque fois, la pop musique, qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, le rock and roll en particulier. On sait très bien que dans les années 50, le rock and roll c'était quelque chose qui semblait dangereux pour les parents, c'était réservé à des délinquants. Et donc les années 50 c'était des années très, très dures, des années d'après-guerre, et les jeunes, les adolescents avaient des rêves, bien sûr, et leur rêve, c'était de jouer de la musique, de jouer de la guitare. Alors que pour les parents, on dirait c'est un peu ça encore aujourd'hui, c'est trouve-toi un boulot et un travail, c'est ce qui semblait essentiel. Alors que pour eux, c'est à travers cette musique qu'ils pouvaient
vraiment se libérer et qu'ils ont fait avancer, d'ailleurs après on va en parler, qu'ils ont fait avancer aussi bien à Liverpool qu'en Angleterre que dans toute l'Europe, toutes leurs idées, et non seulement musicales, mais contextuellement dans la société. Right? Yeah, it's above all else, it's the story of 4 young people, or more than 4, because it tells the story of other people as well, but John, Paul, George and Ringo. And it tells them as people, not as legends, not as great stars, just as young people who have a determination and talent and humor and single-mindedness. And they're tough people. They know how to take care of themselves. They can be pretty rough with people. But I just want to tell the Beatles story completely and truthfully and leave nothing out that needs to be there. I'm not interested in writing complete trivia, but I just want to tell the story. I want to learn everything there is to know in order to make these people as understandable for all of us as possible. Yeah. Thank you very much. Good luck. Oui, en fait, donc les 4 Beatles, John, Paul, George et Ringo, c'était 4 jeunes, 4 individus. Il faut les considérer comme cela, et Mark les considère comme cela, et non pas comme 4 légendes, comme 4 idoles que l'on peut connaître maintenant. En fait, c'était des garçons très intelligents qui étaient bourrés de talent, et on en parlera encore après, très déterminés. Ils étaient durs, très durs parfois entre eux-mêmes, hein. D'ailleurs il y a eu pas mal d'incidents, très durs avec leur entourage parfois, mais c'était surtout leur détermination. Et Mark voulait absolument faire ressentir tout cela, et de manière très honnête, comme les Beatles étaient aussi eux-mêmes très honnêtes, fidèles à leur image, comme Mark est lui aussi très fidèle dans sa démarche historique. Et donc ce qu'il veut nous apporter, c'est apprendre à travers eux, parce qu'on apprend toujours, même Mark me disait tout à l'heure qu'il apprend lui-même, toujours à travers ses recherches, il apprend toujours quelque chose. Donc cette ouverture, open-minded, if I may say so, donc cette ouverture par rapport à la société, à la musique, au rock, etc., on retrouve toujours cela. Yeah, it's about keeping an open mind, and it's about being neutral and not having any favorites or anybody that I dislike. So even when I tell the story of how they fired Pete Best from the Beatles, for example, it's not my opinion that counts because I wasn't there. I need to report what happened then to the people who were part of it and why they made the decision. Nothing to do with what I think. And so finally now we know why they got rid of Pete Best. But also, that's just a small detail. We know, I feel that my idea or my wish and desire is that at the end of people reading this book, they will understand the Beatles as people and as musicians more than they have done until this point. That's really what it's about, is telling the history as truthfully as possible so that they can be, I think the story is a magnificent story. It's the best story of all time, in all rock and roll, but in life, I think. It's just a beautiful story. And it's funny, and it's tragic, and it's very warm, and it's full of interesting people doing interesting things. And I just want to tell that story. Oui, donc très, très riche dans ses propos, hein, en disant que lui, il ne racontait pas n'importe quoi. Enfin, je reprends un petit peu ce qu'il avait dit auparavant, à savoir qu'il n'est pas là pour faire du sensationnalisme, il est là pour raconter la vérité. Il se veut assez neutre, encore que je lui poserai une question tout à l'heure, mais de ne pas donner un avis tout personnel, mais encore se mettre en position de connaissance. Par exemple, il parlait de Pete Best. Pourquoi Pete Best a-t-il été renvoyé du groupe, hein? Ce n'est pas son opinion qu'il donne, c'est à travers tous les faits, à travers tous les documents, à travers tous les témoignages qu'il donne la décision, pourquoi il a été renvoyé. Et ce qu'il souhaite, lui, c'est qu'à travers la lecture de ce livre, hein, que je vous conseille fortement, c'est de mieux comprendre les gens, mieux comprendre les musiciens que sont les Beatles,
pas les idoles que l'on voit sur les affiches, etc., mais vraiment raconter, il veut nous raconter une histoire formidable. C'est, je crois, le titre de une histoire formidable pour quelques-uns. Mais elle est à la fois amusante, elle est à la fois tragique, elle est intense. Et donc vous pouvez découvrir à travers cette lecture non seulement, je répète, la vie des Beatles, mais une vie qui est extraordinaire. C'est peut-être la plus belle de toutes les histoires au monde, hein. Là, nous ne sommes pas objectifs peut-être en disant ça, mais c'est ce qu'il appelle, lui, quelque chose une histoire magnifique. When you were saying that you are neutral, that you are so close, I mean, or you've been so close to Paul McCartney or maybe George or Richie, I don't know, but how could you be neutral? You know, that's a question of mine. I mean, je lui demandais, parce qu'il disait qu'il faisait ça de manière tout à fait objective, neutre, mais je lui demandais comment lui, qui est si proche des Beatles, qui côtoie encore Paul McCartney, qui a côtoyé George Harrison, et peut-être également Ringo, et qui a connu tous les documents sonores, etc., comment peut-il être neutre? I am neutral. It's just something I am. It's I have my personal favorites. I have things I like and don't like. And when I worked for the Beatles more closely than today, I had mostly very good times and some not so good times. But that's all. That doesn't matter. As a historian, it's quite easy to tread a neutral path because it's important for the book. There is another book on the Beatles, a biography that came out about 30 years ago, and the author very clearly did not like Paul McCartney, and he attacked Paul McCartney every page, all the way through the book, for no real reason other than that it was his problem. The author had a problem, and he made us as the reader completely aware of his problem. I'm not going to do that. That's stupid because that's not, you know, if you're writing a history book, it doesn't matter what I think or what any author thinks. The only thing is you can shape the text, but you have to be very careful. It's a responsibility to tell this story straight. So as I said, when it comes to things in the Beatles that aren't so nice, they did happen, and I'm not going to make strong light of them, but I'm not going to avoid mentioning them either, because they are part of the truth, and it's just something that as the historian, that's what I must do. Oui, donc j'ai posé un petit peu la question méchante, je dirais, de savoir pourquoi est-ce qu'il était vraiment neutre, mais là il me répond tout de suite, il nous répond tout de suite, je suis un historien, et en tant qu'historien, bien sûr, il se doit de ne pas déclarer son opinion, même s'il préfère tel ou tel Beatle, qu'il ne dira pas, ou tel. Il y a eu des choses qu'il a aimées, d'autres qu'il n'a pas aimées, mais donc il donnait l'exemple d'une autre biographie qui a été écrite il y a quelques années, certains d'entre vous ont sûrement lu, qui était un véritable pamphlet contre Paul McCartney. Et pour lui, bien sûr, ce n'est pas le rôle de l'historien d'attaquer telle ou telle personne ou telle décision. C'est de sa responsabilité d'historien d'avoir un chemin et de respecter tout ce qui a été dit comme chose, même s'il y a eu des choses plus ou moins bien. D'ailleurs, il ne cache pas ce qui n'a pas été, les Beatles n'ont pas été toujours tout à fait clairs dans leurs décisions, dans leurs paroles, etc. Mais ça apparaît également dans le livre, mais ça n'a pas un caractère provocateur ou pour exploiter quelque chose. Okay, so could we go into your book, if I may say so? Yeah, because I mean it's so huge. I mean we could spend hours with you. I mean and I think everybody would be fine. But I would like to talk about a few topics, if you don't mind, about the managers. It's really funny, I mean, to read that there are different managers, official ones and unofficial ones. So could you tell us about, well,
I think about the first one in 1958, Derek Hodkin, was it? No. In 50. 50 Quarrymen had a manager. Yes, the Quarrymen, yeah. The Brian Epstein was. Oui, pardon, excuse-moi, sorry. Yeah. Oui, je voulais poser la question à propos de tous les managers, parce qu'on connaît bien sûr Brian Epstein, qui est l'officiel, mais avant, il y a eu d'autres personnes qui se sont occupées des Beatles. Yeah, Sorry. Brian Epstein was the Beatles manager who was the manager in the years when they were famous and did so much great work with them. But he was not the first manager. In fact, there were quite a few more than I had ever known before. Despite all the books that we have on the Beatles, people always say, well, what else can we possibly know? But in fact, there are things to learn all the time. And I discovered the existence of several managers that they had that I never knew about before. When they were the skiffle group, the Quarrymen, one of John's friends was their manager. Paul McCartney didn't like him getting a commission on the money, but so he didn't last very long. But then there was a whole period of time when John, Paul, and George played as a trio called the J Page 3. J Page 3, yeah. J Page, which I'd never heard of before. No. J Page 3, and they had a manager who tried to get them bookings, and he recorded them onto tape. And so Derek Hodkin, this man managed the J Page 3. He lived in Paris. About 5 years ago, I went to interview him in Paris. So that was really interesting. And I even found a case for a short period of time when the Beatles were managed by two girls who were determined to make the Beatles as famous as possible. And they said, we will become your managers. And nothing really happened, but all the same, there were these two girls who managed them. I didn't know about that until I tracked one of them down, thinking she had something to tell me, and she told me something more than I was expecting. And that happened a lot with this book, of talking to people who told me amazing things. I'll just quickly add for you please. to translate. When you write a book like this, you have to be very careful of what people tell you, because people claim all sorts of things to do with the Beatles which are not true. And you cannot simply accept everything people say. You have to question it, you have to challenge it, and if it's not certain, don't use it, because it might not be right. So I don't just use anything, I have to apply tests to it. Oui, donc à propos des managers, donc, je vais vous raconter un peu l'histoire, mais en fin de propos, il disait que, en effet, lorsqu'il fait des interviews, il découvre des choses nouvelles pour lesquelles il ne s'attendait pas, mais qu'il devait être toujours très, très prudent, parce que souvent les gens affirment des tas de choses. Lors des interviews, ils affirment qu'ils étaient à tel endroit ou qu'ils ont fait telle chose, mais un historien n'a pas le droit d'accepter comme cela n'importe quelle affirmation. Et donc il se doit de contrôler et à chaque fois de faire la recherche pour être sûr que c'est bon. Donc il a évoqué un jeune manager, c'était Derek Hodkin, qui d'ailleurs vivait à Paris. Il a été interviewé, il a interviewé à Paris il n'y a pas très longtemps. C'était le premier manager des Quarrymen, puisque les Beatles, on peut dire, se faisaient appeler au temps du skiffle les Quarrymen. Et aussi, c'était à l'époque où ils étaient que trois, John, Paul et George. Et donc, ils avaient pris le nom que Mark a découvert, c'est J Page 3. Alors, J pour John, and Paul, and George. Ça fait J-A-P-A-G, et 3 parce qu'ils étaient trois. Hein, donc, Japage, oui, c'est tout à fait étonnant. Et ça, c'est une chose que vous découvrirez ou vous redécouvrirez en lisant le livre. Et puis, il y avait aussi l'histoire de deux filles, de gamines, on va dire. Les Beatles avaient dit, c'était en 61, John avait dit, bah, vous êtes toujours avec nous, là, si vous voulez, vous n'avez qu'à vous occuper de nous. Mais enfin, ça n'a pas tenu, ça ne s'est pas fait. And what about Nigel Worley? Because Nigel Worley was one of them, was manager too. Yeah. And Alan Williams, which is
most known, the most. Nigel Wally was a friend of John's, one of John's gang. Before the Beatles, John had a gang of friends, and they were John, Pete, Nige, and Ivan. So it's a bit like John, Paul, George, and Ringo, but they were just young kids who would go around making trouble, stealing things from shops, and terrorizing women at bus stops and things like that. John, Pete, Nige, and Ivan, and Nigel Wally. Nige was manager of the Quarrymen. And Alan Williams was, a really big part of the story. Alan Williams is now 84 years old. I saw him in Liverpool the other week. He's quite old now. But without Alan Williams, we would not be here talking about the Beatles, because he transformed he enabled them to transform themselves. The Beatles always had the talent. Managers managed, but the Beatles always had the talent. Brian Epstein did not make the Beatles talented, but what he did do was allow their talent the opportunity to be heard and seen. And Alan Williams did the same thing in a different way. In 1960, he took the Beatles to Hamburg. And without Alan Williams taking the Beatles to Hamburg, there wouldn't have been a Beatles. It was the making of them. So, yeah, Alan Williams was a very important manager, but the Beatles were quite rough with him. They got rid of him quite quickly. They used to laugh at him, and basically he sued them over the way they ended him. Oui, et donc entre Derek Franklin et Brian Epstein, il y a eu les deux gamines là, qui auraient pu être leur manager. Mais donc j'ai évoqué Nigel Wally, qui était aussi un grand copain de John. John avait toute sa petite troupe, son gang, hein, comme on dit. Donc c'était John, Pete, Nigel et Ivan. C'était Pete Shorten, Nigel Wally, donc justement, et Ivan Vaughan, qui terrorisait un petit peu les vieilles dames aux arrêts de bus, qui faisaient un peu leur loi, parce que là on dit toujours que Liverpool c'était un terrain très violent, hein, ça a toujours été cela. Donc John avait comme copain Nigel Wally, et qui s'est occupé des Beatles quelque temps, enfin à l'époque des Quarrymen. Et puis j'évoquais aussi Alan Williams, parce que Alan Williams, pour moi, enfin pour certains d'entre nous, c'est quelqu'un qui n'était pas tellement intelligent, me semblait-il. Mais ce que dit au contraire Mark, c'est que Alan a été un élément, un rouage essentiel dans la vie des Beatles. Sans lui, il n'y aurait pas eu de voyage à Hambourg. Sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de Beatles. Et donc là, moi, je revois, en lisant le livre, j'ai revu un peu mon impression, parce qu'on l'avait déjà rencontré, Alan Williams, ici à Mons. Il était venu à Mons, Alan Williams. Je l'avais vu aussi à Liverpool. Et on ne peut pas dire qu'au point de vue discussion, il aimait bien discuter avec une bière à la main, et puis ses souvenirs n'étaient pas très détaillés. Hein. So I was surprised about Alan Williams, because for me, he was not a serious guy. I mean, I couldn't trust him, you know. But yeah, he wrote a book about the Beatles that I loved when it came out. The Man Who Gave the Beatles Away, 1975. I was a teenager when I read it, and it made a big impression. but for this book, I needed to find out which bits of that which bits of that book are true, and which bits are exaggerated or not true. And I sat down with him, and we pulled the book apart, and he admitted which bits were made up, and I challenged him on many of it. Also with this book, and all the books I'm writing, and always have written, documents are an absolute key part of any work of history. You have to look at pieces of paper. You can't just rely on people's memories. You have to see papers. You have to see letters and contracts and photographs and recordings. And with the Beatles, there is a rich paper trail, a very, very rich paper trail. And my job is to find as many pieces of paper as possible, and to learn from them, and to understand what they're trying to tell me, and work out how to use that information so that it becomes clear.
And so with Alan Williams, I had all of his documents as well, which he never really used when he did his book. And we went through the documents and we got a much better story than the one that was made up. But he had a ghostwriter too. I mean, he Yeah. was not the only. Oui, donc il a rebondi sur la question que je posais à propos d'Alan Williams. C'est que Alan Williams avait écrit son livre en 1975, hein, The Man Who Gave the Beatles Away. Et en fait, il y avait énormément de bourdes ou de vantardises de la part d'Alan Williams, qui d'ailleurs avait coécrit enfin avec un autre gars le bouquin. Et en fait, Mark a eu l'intelligence d'interviewer Alan et puis de se mettre à une table et de décortiquer carrément le bouquin et de voir, de trier le vrai du faux. Et même il a découvert des choses qu'Alan Williams avait laissé complètement de côté parce que sûrement que son co-listier, ça n'intéressait pas. Donc ce qui est important pour Mark, on en revient toujours à cette dynamique, à ce processus d'historien, c'est de s'appuyer sur des documents. Et il dit heureusement, la carrière des Beatles est très riche en documents écrits. Et donc il y a une traçabilité très importante et c'est là-dessus qu'il s'appuie toujours pour travailler sur le livre. Well, your book is just like a web, I would say, not an internet web, but I would say a cobweb. Yeah. And you are just like a spider. You are Mr. Spider-Man in a way. Non, je disais que, en effet, son livre, quand on le lit, c'est comme une toile d'araignée. Hein, parce qu'on parle de web, quand on pense au web, on pense toujours maintenant à Internet, mais à l'origine, c'est quand même la toile d'araignée. Et je pense que là, c'est lui l'homme araignée, le Spider-Man, c'est lui. Et pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il a rassemblé énormément de choses. Les personnes, les lieux, les actions. Et ils sont déjà en train de me montrer la montre là. Donc, well, yes, I was saying that there are so many things in your books, I mean, which are just a jigsaw puzzle. Yeah. Yeah, and we were listing a lot of coincidences. If you can just give me some, I've got them here because I thought it was interesting to read them. Oui, je disais, de par cette histoire de toile d'araignée, je disais qu'il y avait énormément de coïncidences dans son livre qu'il a mis en valeur, que peut-être on n'aurait jamais vu s'il n'avait fait toutes ces recherches. And there are a few of them which are really, really interesting. Well, there are many. The story of how the Beatles got their recording contract with George Martin is full of unlikely moments that all come together to serve mankind, really, because if without these coincidences, George Martin would not have recorded the Beatles. We wouldn't have had the Beatles on record. Nobody else would give them a contract, and even he didn't want to give them one. The stories all the way through the book of things happening in the same place, like John Lennon not realizing it, but going to parties in the same place where his mother used to live. He knew very little about his background, John. So there's a lot of things I found out that he would have been very pleased to know, and sadly died without ever hearing about them. Yes, and Paul in London at the visiting even Paul. Yeah, there's a story in the book which I know is true of Paul McCartney going to London in October 1962 on his own without the other Beatles for 2 days with a girlfriend called Celia. And they went down to London to meet a man called Ivan Vaughan, he was the man the boy who had introduced John to Paul. He was Paul's friend and he was John's friend, and he introduced them. And Ivan was now in London, and Paul went to London to see him and needed a place to stay for the night, just to crash on the floor somewhere, and stayed in Ivan's flat, which was somewhere in a place in London called Great Portland Street, in the middle of London.
And I said to Celia, recognizing that Great Portland Street was already in my book, because George Martin used to go for oboe lessons from Jane Asher's mother. This was in the 1940s. George Martin and Jane Asher's family knew each other already. And so that was in Great Portland Street. And I said, where in Great Portland Street did you stay? And she couldn't remember, of course. So I did some research, and I did some more research, and eventually, one more try, I found the address that Ivan Vaughan was living, where Paul McCartney crashed on the floor with his girlfriend, and it was in the same place. The same place as where the Ashers had lived and George Martin had been 15 years before. And it doesn't add anything to the story, except it's wow. Yes. There's lots of those in the book. It's just like, what are the chances of that? And in the Beatles story, these things that are so unlikely, they happen all the time. Oui, donc je vais vous traduire bien sûr les deux anecdotes, mais j'avais relevé pour cette interview, mais apparemment on est encore court de temps, j'avais relevé pratiquement une vingtaine, rapidement une vingtaine de coïncidences, mais qui ont fait vraiment bouger les Beatles, et on s'en est étonné quand on relit à chaque fois. Et là, il citait deux cas, en particulier John. John, c'était en 60, qui était en train d'une soirée d'étudiants, il était en train de faire une party, comme on disait à l'époque, et en fait, c'était là où sa mère avait vécu. C'est quand même extraordinaire. Il s'est retrouvé là où sa mère, quand elle avait épousé son Alfred Lennon, en fait, c'était au même endroit. Et donc, c'est une coïncidence tout à fait. Là, je parlais des lieux, et bien, on retrouve ça. Et ensuite, il a évoqué Paul qui était descendu à Londres, qui était parti avec sa copine Celia Mortimer. Et donc, c'était en octobre 62, pour aller rendre visite à son copain Ivan Vaughan, qui d'ailleurs, autre coïncidence, était né aussi le 18 juin 1942, Ivan, the same date of birthday, donc la même date. Et donc il est allé là-bas, et il s'est aperçu, enfin en discutant avec Celia, que où ils sont arrivés, c'était exactement l'endroit où George Martin, 15 ans avant, prenait des leçons de hautbois. Extraordinaire. George Martin, déjà la connexion, mais en plus, avec qui? Avec Margaret Asher, c'est-à-dire avec la mère de Jane Asher, la copine de Paul McCartney. Donc, vous voyez, ça fait un ensemble de cascades de coïncidences. Et ça, c'est une des merveilles de ce livre, c'est que Marc a réussi à retrouver tous ces éléments-là et à nous les montrer. Et il me disait aussi que dans les volumes 2 et 3, il va reprendre parfois des éléments qu'il a évoqués dans le volume 1 et montrer tout ça, que c'est un véritable puzzle. Je vous incite fortement à lire ce livre, et donc à l'acheter. Il y a des livres qui sont en vente. Vous verrez où Marc est installé, juste à l'angle derrière le rideau, là. C'est 45 €, et je crois que vraiment ça vaut le coup. Vous aurez de quoi lire pour les longues soirées d'hiver. C'est un très beau cadeau de Noël aussi. Et puis, n'oubliez pas aussi la passion de Marc, qui est également la photo. Vous avez son exposition photo où il a déjà réalisé d'excellentes photos de monstres. Si vous vous amusez à reconnaître là où il a pris, vous aurez gagné toute notre reconnaissance. En fait, c'est magnifique. Là, on voit aussi l'œil. Une rue, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas anodin. Il y a des détails, vous le découvrirez si vous l'avez déjà vu. Il y a plein de détails comme cela qui montrent toute la culture de Marc, qui, je vous dis, est un historien, mais qui est très fidèle à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il fait. Et ça, je pense que on le voit d'une modestie totale. Si vous avez eu l'occasion déjà de lui parler, de lui dire quelques mots, c'est quelqu'un de très modeste, de très proche. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de
de la chance que nous avons d'avoir une telle personne. So you are a marvelous person, as I would say, very kind, very honest, truthful, and I think you deserve everything. You know, I mean, I hope that your book sells well. À propos des ventes, il me disait aussi que pour l'instant, je crois aux États-Unis, on en est à 45 000, un peu plus de 45 000 ventes. En Grande-Bretagne également 45 000. Et après, je finis. Entre 5 000 et 10 000 pour la version étendue, la grande version. Donc en fait, il a déjà vendu près de 100 000 exemplaires. Donc je pense qu'on peut l'applaudir pour déjà cet exploit. Thank you. Are we going to Vas-y, take, vas-y. are we taking questions from the audience? Unfortunately, I think we are short of time. Questions Donc from the on va- audience? ils peuvent venir poser des questions oui. là-bas. Voilà. On ira là-bas. Je suis toujours désolé, et ça c'est, excusez-moi, mais c'est une Ça réflexion descend. tout à fait personnelle, que quand on accorde 1 heure et qu'on vient régulièrement dire il faut couper, ça je trouve que c'est pas, Ouais. vis-à-vis d'une personne de cette qualité, je trouve ça pas normal. Mais bon, ça c'est tout à fait personnel et j'en prends la responsabilité. C'était 1 heure et pas 3 quarts d'heure. Mais donc on va pouvoir avoir l'occasion de continuer la discussion, si vous le voulez bien. On va se mettre à la table là où il y a les livres, comme ça Marc pourra à la fois en vendre, mais surtout discuter avec vous. Si vous avez des questions, moi je suis tout à fait prêt à vous aider, mais je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous aimez les Beatles. Si vous aimez les Beatles, c'est que vous aimez l'anglais, et donc vous pouvez vous débrouiller également en anglais, mais je suis là pour vous aider éventuellement. Voilà. Donc, je dirais au nom du comité quand même de remercier sincèrement Mark Lewison, avec qui Thank je you very ne vais much pas dire que je vis indeed. depuis jeudi, mais je l'accompagne depuis jeudi, pour sa participation à notre 27e événement. Alors, partager avec lui ses connaissances Beatles, c'est vraiment de purs moments d'enrichissement. Et thanks a lot, Marc. Merci beaucoup. Alors, je souhaite également remercier Jean-Louis Pollard, Merci beaucoup. fidèle Merci. parmi les fidèles. Merci Bernard. Bon. Merci Jean-Louis. You're welcome. Alors Jean-Louis Pollard, c'est Merci. pour sa disponibilité, c'est pour son enthousiasme et son sourire, et aussi sa cravate. Ses connaissances incommensurables de l'univers Beatles par rapport aux miennes. Son attachement à notre événement depuis plus de 20 ans. Sa participation active, enrichissante et bénévole pour l'interview des invités. Et à titre tout à fait personnel, pour notre collaboration depuis la 15e édition, depuis 2002 sur la scène, pour partager ces moments avec les invités. Merci a long time ago, et merci Jean-Louis pour cette 13 années. Alors, je voudrais aussi vous annoncer le prochain Beatles Day, le 28e. La date est déjà définie, c'est le samedi 17 octobre. Donc ce sera, comme on dit à Mons, un Vlacopo un an, mais un Vlacopo un an et une semaine. Je voudrais aussi remercier l'équipe du Dina Musée et M. Benoît Rousseau pour le mur caverne. Le mur caverne, il est exposé dans l'autre salle et ça vaut la peine d'aller voir. Il est formidable. Alors, normalement, voilà, on va vous passer la photo de Mark Lewison, la photo qui est sur Wikipédia. Alors, cette photo sur Wikipédia a été tirée ici au Beatles Day, puisque c'est devant le mur caverne, et on en recherche l'auteur. On voudrait savoir, non pas pour lui payer des royalties, mais bon, on voudrait savoir qui est l'auteur de cette photo. Et bon, Marcel Van den Menden dit c'est pas lui. Il a peut-être des idées, mais si la personne se dit c'est moi, contactez-nous parce qu'on aimerait bien que sur Wikipédia, anglais, français, japonais et tout, eh bien, on fasse mention de votre nom et aussi du Beatles Day 2012, puisque c'était il y a 2 ans. Et alors, je vais encore prendre juste 1 minute, si on me l'accorde et si on ne me coupe pas. L'année dernière, je vous avais demandé de témoigner votre sympathie envers M. René Lemur par des applaudissements chaleureux. Eh bien, cette année encore, et j'espère sincèrement que ça ne deviendra pas une coutume annuelle, et je vous demande de récidiver pour un ami, Michel Van Bien, qui depuis plus de 2 mois lutte contre une maladie non encore identifiée. Donc, depuis plus de 2 mois, il est à l'hôpital Erasme et la médecine est toujours à la recherche de ce qui peut lui causer cet état de santé, de non-santé. Je voudrais aussi, par ce geste, que votre Michel était volontaire au bar. Aussi, par ce geste, montrer votre sympathie vis-à-vis de son épouse, Claudette, qui, elle, était volontaire à la friterie.
une tâche ingrate de cuire des frites pendant des heures et des heures. Et je peux vous dire que vous nous manquez, Michel et Claudette, et on espère que l'année prochaine, on vous retrouvera en bonne santé. Et aussi, par ce geste, par vos applaudissements, remercier tous les bénévoles qui annuellement participent et font la réussite de ces Beatles Day. Ils sont trop souvent oubliés, ignorés, mais all the volunteers, comme dit Jean-Louis à Mark Lewison, ce sont eux aussi qui font la réussite. Il y a les chemises rouges, mais il n'y a pas que les chemises rouges. Il y a derrière les chemises rouges les t-shirts blancs. Il y a énormément de personnes dans l'ombre qui ne sont peut-être pas ici, mais qui ont travaillé avant, qui travailleront après. Et c'est ça qui fait la réussite. Et voilà, à l'année prochaine. Merci. Merci Bernard Dutrieux pour ces mots. Et Jean-Louis Pollard et M. Mark Lewison, merci beaucoup. Alors. Oui, dernière remarque, c'est que René Lemur était né un 18 juin, comme Paul McCartney, comme Evan Vaughan. Il faut le savoir, ça. Je l'ai découvert, là. René Lemur, qui était né un 18 juin, comme Paul McCartney. Ah, merci beaucoup. Ah oui, mais René, vous êtes un ami. Ah, il a créé ma marionnette, Doudoul, et un ménestrel dans une pièce de théâtre de marionnettes, Légende de Gilles Deschamps, oui. Et puis il m'a fait un rouge-gorge pour une de mes dernières chansons qui se trouve sur YouTube. Et bon, sur YouTube, tiens, j'en parle comme ça parce que je vais vous quitter. Je vais passer le relais. Allez voir sur YouTube, Fais-moi Guilly. Je suis un bébé éprouvette. Hein? Doudoul. Et là, vous cliquez comme ça, ça me donne des vues, quoi. Enfin, je suis à 20 000. Alors, les gars, merci.